passe maintenant la parole pour un retour vers la Méditerranée. Et ceux qui me connaissent savent que je suis toujours heureux quand on retourne vers la Méditerranée. Pour écouter le professeur Jacques Viguier sur un dialogue pagnolesque sur la laïcité. Dialogue que je me réjouis d'entendre après avoir lu quelques éléments que j'imagine tu vas continuer aujourd'hui. Un peu plus de 20 minutes. Merci, cher Président, cher Mathieu. Donc en fait, je commence à un moment où je devais finir et vous êtes un peu fatigué, donc c'est peut-être un moment un peu délicat pour intervenir. Donc je vais intervenir 2 fois 20 minutes puisqu'il y a Jules et Joseph, donc 2 personnes, donc j'interviens un peu plus. Donc Mathieu, quand tu vois 20 minutes, 30 minutes, tu me le dis, comme ça je pourrais m'adapter à cela. Et J'attends d'avoir une confirmation. Donc on va jusqu'à 40 ? Oui, maximum. oui, oui. Mais ça va être passionnant. Ah mais ça j'en doute pas. Donc, ce qu'on a ici, c'est la référence à Pagnol, donc c'est important. Mais je veux dire un mot personnel à Yam qui sera déduit de mon temps, un mot, je dirais plus personne, dans la mesure où vous ne le savez pas, mais j'étais dans le jury de thèse de Yam. Donc, je l'ai vu s'épanouir depuis un certain moment. Dans les 3 domaines dans lesquels les universités interviennent, pas tous, certains un, elle intervient dans les 3, c'est-à-dire la pédagogie, la recherche, l'organisation des colloques, la publication, et le côté administratif, vice-présidente. Donc bravo encore, je renouvelle, tu le sais, l'affection que j'ai pour toi, et vraiment c'est tout à fait intéressant tout ce que tu peux organiser. Voilà. Donc pour Pagnol, j'aurais pu passer un quart d'heure d'introduction. Vous connaissez, c'est un auteur qui est reconnu au théâtre, au cinéma et véritablement dans la littérature. Donc l'idée ici, c'est de partir de la gloire de mon père, où vous avez certainement vu ça quand vous étiez petit, le père Joseph Pagnol, le père de Marcel, et l'oncle Jules. L'intérêt, c'est que le père de Marcel, Joseph, est du côté de la laïcité combat, et l'oncle Jules est au contraire un catholique pratiquant. Donc ils vont au départ s'affronter, et puis finir par se rapprocher à travers l'activité extraordinaire pour eux qu'est la chasse, le doublet de Martavel, et puis la générosité qui marque ces 2 personnages. Donc, j'aurais bien aimé avoir une chaise tournante pour jouer chaque personnage. J'ai trouvé un élément. L'oncle Jules a une fonction un peu plus riche que celle de Joseph, donc il peut avoir un chapeau. Donc quand c'est Joseph, je suis là, sans chapeau. Quand c'est Jules, je mets le chapeau. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour moi de me retrouver dans tout cela. Je passe sur certains éléments. Donc il y a une référence à des nouveaux médias, à la recherche d'une laïcité telle qu'elle a évolué, et en particulier sur les nouveaux médias, il y a Marseille, il y a une émission fabuleuse que tous les jeunes connaissent, Les Marseillais. C'est aussi fabuleux que La Villa des Corps Brisés, c'est extraordinaire, des jeunes gens beaux, magnifiques, intelligents, et qui sont frappants, avec aussi leur tatouage, ce qui à l'époque n'était que pour les marins et pour les légionnaires, c'était pas pour les autres. Donc, alors, que dit Joseph à cette situation? Pourquoi l'on me fait venir? Donc, Jules, ce qui me préoccupe, c'est si le recul progressif et permanent du catholicisme a fait naître une société dans laquelle les enfants sont protégés contre l'extrémisme religieux, et si le principe de la laïcité a permis d'éradiquer dans l'école la bêtise, l'intolérance et le fanatisme. Justement, mon cher Joseph, je vous fais intervenir pour constater l'originalité de la situation actuelle en matière de laïcité. Je suis désorienté. Je voudrais évoquer avec vous des questions juridiques et politiques. Attendez, je suis nul en matière juridique. Non, mais c'est plutôt des questions politiques, enfin. Bon, je préfère cela. Et donc, mon cher Jules, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? D'abord, je vais vous rappeler nos positions, parce que cher Marcel, notre Marcel, il a écrit là-dessus. Il a rappelé nos positions catégoriques. Voilà ce qu'il écrit sur vous, Marcel. Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression et que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. Et vous disiez aussi à votre femme, ma belle-sœur, puisque Joseph et oncle Jules ont épousé 2 sœurs en fait, ils attendaient Jules et Joseph dit à sa femme, voilà l'intolérance de ces fanatiques. Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle est mariée à un homme qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets? Eh bien, je veux lui montrer ma largeur d'esprit. Je le ridiculiserai par mon libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de l'Inquisition ni de Calas. Et s'il essaie de me prêcher des conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère,
Je lui répondrai poliment et je me contenterai d'en rigoler doucement dans ma barbe. Avouez que vous n'étiez pas tendre avec moi. Oui, il est vrai, je vous ai mieux connu, après j'ai mesuré vos qualités humaines. Je dois préciser que Joseph aussi parle de moi, avec sa dimension catholique pratiquant, et nos débats. L'oncle attaquait des gens qui s'appelaient les radicaux. Il avait un monsieur Comble, c'est le langage de l'enfant, qui était un radicaux, et sur lesquels il est difficile de se faire une opinion. Mon père disait que ce radicaux était un grand honnête homme, tandis que l'oncle l'a nommé la fine fleur de la canaille. Ce Comble était le chef d'une bande de malfaiteurs qui s'appelait les francs-maçons, et mon père parlait aussitôt d'une autre bande qui s'appelait les jésuites, c'était d'horribles tartuffes. Vous voyez que Marcel nous a bien caricaturés tous les deux. Je le reconnais, mon cher Jules, mais je persiste à affirmer que mon but était de soustraire des jeunes têtes, enfants et adolescents, à votre religion propagandiste. Nous avons opéré un véritable choc avec notre laïcité combat, et j'espère que ce combat contre l'endoctrinement religieux a porté ses fruits en 2016. Écoutez, le plus simple de vous décrire la situation contemporaine du principe de laïcité dans l'enseignement à Marseille et ailleurs. Commençons par la question des programmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les programmes? Les programmes sont définis à l'échelon national dans le cadre ministériel. Quelle pourrait être la difficulté? Ces enseignements sont là pour éviter que les élèves soient perturbés par des religions obscurantistes. Eh bien, certains élèves contestent les programmes prodigués par les établissements d'enseignement. Je vous précise, mon cher Joseph, que cette tendance n'existe pas seulement à Marseille, elle est aussi aux États-Unis, avec des extrémistes protestants qui contestent l'origine du monde. Ce sont vos rivaux protestants qui défendent ces inepties aujourd'hui en France. Non, pas seulement. Il s'agit aussi de ceux qu'on appelait à l'époque les Mahométans. On parle aujourd'hui de l'islam et des musulmans. Certains protestants ont contesté l'histoire en se fondant sur l'Ancien Testament. Certains musulmans la rejettent en se fondant sur le Coran. Ils veulent s'en tenir au texte sacré. Mais il est impossible d'accepter cela. C'est impossible pour moi. Je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, notre ministre de l'Éducation a présenté une charte de laïcité, plusieurs articles, simplement, aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester un enseignant le droit de traiter une question au programme. Ces dispositions ont le mérite de la clarté. Attendez, mon cher Jules, ici ce n'est pas la clarté ou la bonne formulation qui me choque, c'est qu'il paraisse nécessaire de l'affirmer. Finalement, on pourrait prétendre aujourd'hui que les bébés viennent au monde dans les choux, et cette opinion serait considérée. Que font les parents de ces jeunes? Ils ne peuvent pas aller quand même contre toute l'éducation nationale. Eh bien, il y a des possibilités. Parfois, ils retirent leurs enfants, ils les placent dans des écoles parfois clandestines, illégales, et ils les placent aussi parfois dans des écoles coraniques. Voici ce que souligne un écrivain algérien à ce propos. L'école coranique où l'on égrène à longueur de journée des sourates et des versets sans les comprendre et sans les relier à un contexte historique est de ce point de vue la caricature de l'apprentissage mécanique. Et un autre d'origine maghrébine qui dit « Ils apprennent des fragments enfants sans les comprendre et devenus grands, ils fréquentent le texte sans oser le penser. » Donc c'est délicat, mais il y a aussi d'autres questions qui se posent. Quelle autre question? Eh bien l'accompagnement des enfants dans les sorties scolaires. Excellente idée, pourquoi ça serait critiquable? Parce que des femmes viennent voiler. Là encore, mon cher Jules, je ne peux pas vous croire. On ne peut en même temps apprendre aux enfants à lutter contre l'obscurantisme religieux, accepter que des femmes voilées les accompagnent. Bon, en réalité, c'est très difficile. Une circulaire dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de vêtements de ce type, mais en même temps, il y a une décision relative à une ville de la Méditerranée, Nice, qui va dans un sens contraire. Tout cela est un petit peu ambigu. Il y a aussi la question des établissements, des cantines à les établissements. Ah, je vois rien que de positif. Qu'un élève puisse manger à midi, c'est un progrès incontestable. Oui, mais il y a une revendication de repas sans porc, avec là aussi une ambiguïté. Une circulaire de ministre qui dit qu'il n'y a pas d'obligation de prendre en compte les pratiques religieuses. Écoutez, mon cher Jules, je crois qu'ici, l'important, c'est de permettre de nourrir tous les enfants. Si certains parents ont la sottise de favoriser un obscurantisme religieux, on ne peut lutter contre cela qu'en essayant d'éduquer les enfants à la réflexion personnelle que dans le cadre de l'école. Et c'est tout. Il y a des situations plus graves. Il y a des cas où véritablement il y a des troubles, que ce soit à Marseille ou ailleurs. On l'a vu récemment à Toulouse, des problèmes de filles qui se font doubler à la cantine, qui ne vont plus aux toilettes seules, etc. Certains qui contestent le programme. Tout cela pose des problèmes. Je vais évoquer aussi pour vous deux services publics, rapidement, d'une part un élément secondaire, mais quand même. Certaines grandes communes équivalentes à Marseille ont, dans le cadre des piscines, ouvert une demi-journée par semaine pour les femmes. Vous voyez, mon cher Joseph, il s'agit sous cette approche de réserver la piscine aux musulmanes. Or, c'est une atteinte à la fois à l'égalité homme-femme et à l'égalité dans le service public.
Et je peux citer, parfois je cite quand même quelques personnes connues, Régis Debray qui dit « Devra-t-on aussi allouer des créneaux horaires aux vieux, aux nudistes, aux moches? Faudra-t-il changer l'eau souillée par les impurs à l'arrivée des purs? Et va-t-on demain compartimenter les plages? Ne vaudrait-il pas mieux éduquer dès aujourd'hui au respect mutuel? À Perpignan, les arbitres ont dû assister à une prière collective sur la pelouse avant le match, ce qui a fait réagir les dirigeants, parfois prières dans les vestiaires et refus de la mixité qui sont monnaie courante. » Franchement, mon cher Jules, c'est véritablement ridicule. Est-ce qu'il faudrait, dans certains cas, mettre des surveillants hommes avec les hommes et surveillants femmes avec les femmes? Ça me paraît un problème. Alors d'autre part, l'élément qui est plus tragique, c'est la question de la santé, où on refuse la présence d'hommes comme médecins qui peuvent examiner des femmes, et cela, effectivement, pose un problème. Toujours cette question de l'égalité homme-femme qui me choque. Alors, sachez qu'il y a à côté des musulmans intégristes d'autres groupes religieux ou sectes, je ne sais comment les qualifier, qui refusent des transfusions sanguines avec un risque de décès. Bon, on a aussi la question du voile islamique qui a fait l'objet d'un certain nombre de problèmes. C'est une difficulté dans la mesure où on touche à la fois à l'école et à la société. J'hésite moi-même. Certains analystes rejettent la présence de la laïcité dans la société parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le lieu de la laïcité, mais que c'est l'école. Or, certains groupes religieux radicaux veulent imposer leurs règles vestimentaires, des obligations, des interdits dans la société. Donc finalement, la laïcité n'est peut-être qu'une réponse à cette volonté d'introduction dans la société d'éléments indiscutables. Bon, quoi qu'il en soit, vous me parlez de voile. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce problème du voile? Eh bien, c'est en 1989 que des jeunes filles ont voulu venir dans les établissements d'enseignement public avec un foulard. Donc, tout le monde connaît ça. Je vais assez vite pour vous, mon cher Joseph. Ce qu'on peut dire, c'est que le problème était réglé, mais avec l'information et l'appui de la Fédération nationale des musulmans de France, il y a eu encore plus de revendications, des médias qui se sont emparés, etc., etc. Non, mais pourtant, mon cher Jules, il suffisait de leur dire quittez ce voile pour pénétrer un établissement. Quand il y a un problème comme ça, le ministre propose un texte, un arrêté, un décret, mais même si nécessaire, il appelle au législateur. Nous y sommes. Le ministre a voulu prendre aucune décision. Il a été d'une pusillanimité, voire d'une lâcheté sans nom. Je cite un auteur reconnu, Jacques Robert. Dans tous les États, des instructions précises auraient tout de suite été acheminées par le gouvernement vers l'ensemble des directeurs d'établissement. Indécis, gêné, timoré, le gouvernement français, lui, qui n'avait rien prévu, décida de ne rien décider. Alors là, effectivement, c'est un scandale. Il ne manquerait plus que vos coreligionnaires envoient leurs enfants aux adolescents catholiques à Nobel. De toute façon, cette attitude, c'est bien l'expression de vos gouvernements qui sont vendus à l'extrême droite et à l'action réactionnaire. Vous vous échauffez, Jules, mais écoutez-moi bien, Joseph. Il s'agit d'un gouvernement socialiste. Non, vous mentez. C'est une usurpation d'identité. Ce gouvernement a dû être chassé par une coalition républicaine. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est grâce encore à des gouvernements de droite que la situation a été modifiée avec une loi 2004 qui interdit, etc., etc. Donc on interdit les signes ostensibles, dont la voile, la kippa, la croix, de dimension démesurée. Tout cela est parfait. À bas la calotte, à bas la kippa, à bas le voile. Je ne défendrai aucune de ces religions obscurantistes, les unes comme les autres. Comment pouvez-vous dire que la lutte a été faite par la droite contre l'obscurantisme? C'est le rôle de la gauche, c'est pas possible. Le rôle de la gauche est là. Je vous répète, les gens de gauche ne défendent plus la laïcité. Ce que vous dites quand je corrige les devoirs de mes enfants, mes élèves, c'est un barbarisme. Un barbarisme. Vous voudriez me faire croire que les gens de gauche défendent une religion et réclament des avantages pour elle. Ils ne veulent pas défendre la religion catholique, ça m'étonne. Non, pas du tout, il s'agit de l'islam. Ah, je comprends plus rien. Alors, on a combattu les amis de gauche contre les catholiques pour extirper la moisissure du cœur et de l'esprit de nos enfants. Et maintenant, c'est une religion obscurantiste qui apparaît. Véritablement, les hommes politiques réagissent comme cela, je n'y comprends plus rien. Bon, quelques personnalités de gauche minoritaires ont réagi. Un ancien Premier ministre qui a évoqué le fait qu'il y avait une nécessité pour les élèves d'écarter cela. Et une lettre qui a été présentée par des intellectuels, Elisabeth Badinter et d'autres, c'est une lettre assez connue, où ces auteurs disent « La laïcité a toujours été un rapport de force. Est-ce au moment où les religions sont de nouveau en appétit de combat qu'il faut abandonner ce que vous appelez la laïcité combat au profit des bons sentiments. La laïcité est et demeure par principe, comme le sont l'école publique, la République et la liberté elle-même, et c'est essentiel. »
Vous voyez bien qu'il y a des gens de gauche qui ne renient pas nos principes fondamentaux de laïcité. Vous semble indiquer qu'il s'agit d'une position minoritaire. Bon, je ne veux pas vous inquiéter, mais on a un candidat président qui avait dit, là où une femme décide de porter le voile, elle est libre de le faire, et où elle ne veut pas le porter, elle ne le porte pas. Bon, effectivement, ça reste au moins extrêmement neutre. Alors je cite là une Iranienne qui a quitté son pays, qui a dit « Le voile, non pas à l'école, mais le voile tout court. Faut-il être aveugle pour refuser de regarder la réalité en face, pour ne pas voir que la question du voile est une question en soi, antérieurement à tout débat sur l'école et la laïcité. Il s'agit de dissimuler le corps et de mettre en place le dogme islamiste le plus barbare pour écarter le corps féminin. Un journaliste algérien a écrit « Dans le monde d'Allah, la femme est niée, refusée, tuée, voilée, enfermée, possédée. » L'accusation d'islamophobie est servie comme une fatwa. C'est un peu le synonyme poli d'hérétique, d'apostat, d'impie. Vous êtes donc islamophobe si vous êtes contre l'invention horrible de la burqa comme un linceul vivant. Bon, attendez, il y a quand même les descendants de la commune. La commune a fait les textes les plus catégoriques. Ils ont dit que le clergé a été complice des crimes de la monarchie contre liberté et ils considéraient que le budget des cultes impose les citoyens contre leur foi. Alors il y a quand même l'extrême gauche qui doit être là présente. Je suis vraiment désolé de détruire vos idéaux. L'extrême droite est aujourd'hui le seul groupe à faire en permanence référence à la laïcité, ce qui est quand même scandaleux. La gauche est majoritairement du côté de ce qui porte atteinte à la laïcité. Et le plus terrible pour vous, l'extrême gauche défend l'application des principes de l'islam. Il y a des membres de cette extrême gauche qui veulent supprimer la loi de 2004 pour rétablir le foulard dans les établissements d'enseignement. Alors, effectivement, là aussi, on trouve des remarques intéressantes ou des citations. L'islam et la gauche marxiste devraient être ennemis intimes, tout comme le catholicisme et la gauche marxiste sont ennemis intimes. Pourtant, par opportunisme et désignation d'ennemis communs, ils se retrouvent main dans la main. Si la religion, c'est l'opium du peuple, alors l'islam étant une religion, c'est aussi l'opium du peuple. Ça me semble logique. Toujours ce problème de la contradiction entre les pratiques religieuses et les principes républicains. Bon, vous vous répétez, moi, cher Jules, avec ces questions de société, mais sur la gauche, je vais vraiment vous croire tellement vous dites des choses qui me surprennent. Bon, je vous rassure, les véritables seuls hommes de gauche, ce sont vos copains francs-maçons. Voici ce que l'un d'entre eux qui a été au plus haut sommet, qui est celle, dans la confusion idéologique la plus totale, ce beau mot négligé, renié, doucement ostratisé par la plupart des républicains comme de droite, se retrouva dans la bouche de l'extrême droite. Un comble, cette laïcité n'est qu'une duperie, un mot valise qui dans sa novlangue veut dire anti-arabe et super chrétien. Et un autre franc-maçon dit que l'on ne nous objecte pas que soutenant une loi contre le port des systèmes religieux et le foulard, nous sommes opposés à l'islam, nous sommes islamophobes. Nous ne nous rangeons pas dans ces classifications, les francs-maçons du Grand Orient de France refusent le concept de race, ils l'ont banni de leur texte, nous ne reconnaissons que le concept de genre humain. Bon, là, j'accepte effectivement ce que vous dites, parce que, mon cher Jules, là, les francs-maçons sont là pour défendre les principes inaltérables de la République. L'enjeu ultime, c'est bien une question de société. Et on peut évoquer ici ce qu'a dit le président de la République. Vous ne devinerez jamais le prénom du président. Il se prénomme Emmanuel. Or, Emmanuel, vous savez que ça signifie Dieu avec nous. N'est-ce pas amusant qu'un président s'appelle Dieu est avec nous? Il a eu des propos pour le moins incroyables. Alors ces propos ont été rappelés tout à l'heure, mais il y a un élément que je relève qui a été rapporté par les responsables de cette réunion avec les représentants des cultes. Il se trouve que le président a dit qu'il fallait se méfier d'une radicalisation de la laïcité, par une sorte de symétrie avec la radicalisation de certains musulmans. Et on a retrouvé des réponses d'un ancien Premier ministre qui a dit « Le vrai danger de la société française, c'est l'islam radical, ce n'est pas la laïcité radicalisée. Faire un parallèle à travers l'adjectif radicalisé me paraît une faute. » Le président avait aussi affirmé que la République était laïque et non pas la société, et cet homme politique a répondu que la société est profondément laïque. J'avoue que là, je ne sais plus quoi penser du tout sur cette question de l'école, de la société, je ne sais pas. Attendez-moi, mon cher Jules, moi je vais vous donner une vision de bon sens. Nous étions les parangons de la laïcité, nous les hussards de la République. Et si nous appliquons la laïcité dans l'école, c'est pour qu'elle triomphe aussi dans la société. Vous m'avez parlé de ceux qui retirent leurs enfants. Or, cela pose problème, et l'obscurantisme dans la société ne peut pas être combattu.
On a des textes qui existent, ils ont été cités, préambule 46, article 1er, etc., etc. Donc, dans l'article de la Constitution de 58 et de 46, on dit qu'il y a un caractère démocratique, laïque, etc. Le caractère démocratique de la République, cela vise l'État, mais aussi d'autres structures publiques, comme les collectivités territoriales, les structures privées, la démocratie. Bon, ça paraît logique. Alors pourquoi cela serait différent dans la question de la laïcité? Bon, là encore, vous me voyez hésitant, Joseph, je ne sais pas trop si je suis d'accord avec vous ou pas. Alors, on parle de Marseille, on parle aussi des plages, et les plages, c'est le Burkini. Alors, le Burkini, on l'a vu, le Conseil d'État a dit qu'il ne fallait pas, etc., etc. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui a critiqué le Burkini de manière extrêmement violente. De qui s'agit-il? Eh bien, là aussi, d'un représentant du communautarisme. Le communautarisme corse a lutté contre le communautarisme musulman. Voilà une déclaration du FNC du 28 juillet 2016. Il affirme « Votre philosophie moyenâgeuse ne nous effraie pas. Toute attaque contre notre peuple connaîtrait de notre part une réponse déterminée sans état d'âme. » Les Corses vont assez loin. Alors ça, la laïcité, mais quelle a été l'évolution? Est-ce qu'on a transformé, modifié? Bon, ici, on peut citer des qualificatifs. Ça a été évoqué aussi, laïcité ouverte, active, stricte, radicalisée, bienveillante, offensive, passive, revancharde, laïcité restrictive, et tout cela. Je ne sais trop quoi penser de la diversité qualificative. Alors là, il me semble, moi, que le terme laïcité seul, dans toute sa pureté et sa force, suffit. Autre élément sur lequel je voulais avoir votre opinion, le droit à la moquerie. Il y a une secrétaire d'État récemment, en 2018, qui a affirmé le droit de se moquer de tout et de tous, y compris des représentations religieuses. Bon, on n'a pas précisé cet élément, ça existe notamment dans la déclaration de 89. Il faudrait cependant que je vous donne un élément nouveau. Il y a le développement dans le monde et en France d'un terrorisme, avec des attentats un petit peu à divers endroits dans le monde. Mais quelle est l'idéologie de ce terrorisme? Écoutez, mon cher Joseph, pour vous donner une idée, rappelez-vous à notre époque, des anarchistes, ils voulaient détruire la société. Eh bien, ces terroristes islamistes ont justement pour but de détruire la société occidentale. Vous disiez qu'en France, il y a eu des attentats commis par les terroristes? Oui, assurément. Des attentats, des assassinats parfois sur une personne donnée, le père Hamel et ce lieutenant-colonel de gendarmerie. Mais je veux vous citer, mon cher Joseph, un attentat commis contre le journal qui s'appelait Charlie Hebdo. Il a publié caricature de Mahomet. Ah ben écoutez, mon cher Jules, la caricature est pour moi l'un des arts français les plus beaux, déjà sous l'Ancien Régime, mais encore tout au long du XIXe siècle. Et je ne supposais pas qu'on pouvait lutter contre lui aujourd'hui. Bon, ces caricatures ont été précédées par d'autres éléments. Un écrivain qui s'appelle Hassan Rushdie a été soumis à une fatwa, donc il aurait dû être assassiné. Il y a eu des publications dans un journal danois. Et puis, Charlie Hebdo, publication en 2012. Et des organisations musulmanes ont déposé alors un recours. Je précise malheureusement que de mon côté, certains groupes catholiques extrémistes déposent eux-mêmes des recours juridictionnels contre des caricatures, des pièces de théâtre ou des films. Je ne suis pas d'accord, mais il y a des extrémistes aussi chez nous. Rassurez-moi, les juges ont rejeté ce recours. Oui, les juges ont respecté le droit français sans difficulté. Par contre, je suis obligé de vous instruire la manière dont le terrorisme a frappé dans les locaux du journal caricaturistes et journalistes. Ils ont occupé le journal? Non, des terroristes islamistes ont pénétré dans les locaux et tué plusieurs personnes. Une femme qui était la femme d'un dessinateur assassiné a écrit un ouvrage où elle dit « Dans les années 70, à l'époque, la religion dont il se moquait, c'était le catholicisme, celle du pape et des catho-intégristes qui faisaient son bonheur. Certaines décennies des années 70 et 80, on l'a oublié. Placer le pape dans la même situation irrévérencieuse qu'aujourd'hui le prophète Mahomet. Parfois, il y a eu des procès, mais jamais de bombes. » Et on peut citer aussi Charles, qui fait partie de ces journalistes, qui a écrit un ouvrage sur la laïcité. Un jour, pour rire, il faudra que je publie toutes les lettres de menaces que j'ai reçues à Charlie Hebdo, des fascistes catholiques et des fascistes musulmans. Je reste vraiment abasourdi, toute la société a dû être traumatisée par ce problème. Vous allez peut-être être incrédule.
certains membres de partis, notamment de gauche, certains musulmans, ont utilisé la formule suivante: il faut une liberté d'expression, mais, point de suspension, il ne fallait pas faire de caricature. Ah non, alors là, ça ne va pas. La liberté d'expression, c'est il faut la liberté d'expression, point. Il n'y a pas de mais. Dès qu'il y a un mais, c'est définitivement remis en cause. Le délit de blasphème a été écarté, a été supprimé, il ne faut pas le rétablir. Bon, encore des questions d'habillement sur lesquelles je peux passer rapidement. C'est des questions de femmes qui sont voilées de manière excessive. C'est une loi de 2010 qui a interdit cela, et notamment interdit le port de la burqa, c'est-à-dire un élément, un voile avec juste une sorte de grillage devant les yeux pour y voir. Grillage, mon cher Joseph, je ne sais pas si vous avez inventé le mot, mais il est bien symbolique de la suppression de la liberté et même de l'identité des femmes. Et pour les autres tenues, bon, c'est un peu complexe, il y a le niqab, il y a le jilab, etc., etc. Ce qui est surprenant, c'est que certaines femmes portent parfois un vêtement enveloppant tout le corps, des gants, et leur visage est couvert depuis les sourcils jusqu'aux lèvres. Et effectivement, cette tenue n'est pas interdite. Il y a une différence de 4-5 cm avec la burqa. Donc c'est vrai que c'est là encore très très difficile. On a des sanctions d'ailleurs dans certains États étrangers pour des femmes. Je peux vous citer un film qui s'appelle Timbuktu, où on voit une femme qui s'occupe du poisson, vend du poisson sur le marché, et on vient lui dire mets des gants. Elle les regarde, elle dit non mais coupez-moi les mains tout de suite. Comment je vais faire servir mon poisson avec les gants? C'est pas possible. En France, pour la gauche républicaine, effectivement, j'adhère. L'égalité homme-femme est une règle fondamentale. D'ailleurs, bien avant que ce principe soit formulé, je l'appliquais chez moi. J'étais le chef de maison, sauf quand mon épouse, votre belle-sœur, mon cher Jules, entrait dans le domicile. Je pratiquais donc cette égalité, voire une certaine obéissance. On pourrait dire que mon épouse avait effectivement tendance à être plus égale que moi. Mais vous évoquiez tout à l'heure la question de la délinquance. Alors, que peut-il se passer? Comment certains hommes... Ah non, je vais trop vite. Comment certains hommes peuvent-ils à la fois être délinquants et respecter la lettre et l'esprit du Coran? C'est effectivement le mariage de la carpe et du lapin qui paraît un petit peu difficile à mettre en place. Je cite un homme politique qui a été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel, qui écrit: il y a une interconnexion du grand banditisme et du terrorisme, ce qu'on appelle le gangsterorisme. La frontière entre terrorisme et délinquance est devenue incertaine et perméable, avec une interpénétration croissante entre les milieux du banditisme et ceux du terrorisme islamiste. Et il écrit encore: l'islam est aujourd'hui présent dans les territoires, alors là c'est très fort, où il est non seulement majoritaire, mais pratiquement unanimitaire, d'où sa tentation d'intolérance. Et là, une phrase qui est extrêmement forte: l'islam n'a ni culture, ni tradition de religion minoritaire. C'est quand même extrêmement, extrêmement violent. Je pourrais citer d'autres propos. Un Algérien, journaliste et écrivain, qui dit: l'islam ne permet ni contradiction ni opposition, entend régir dans le moindre détail la vie des individus, niant les moindres libertés individuelles et collectives. L'islamisme, c'est son propos, doit être approché comme un totalitarisme représentant un risque majeur. Et il cite Macron en disant: Macron est un optimisme quelque peu béat. Bon, effectivement, je vais m'arrêter de m'exclamer ou de m'énerver. Vous estimez quand même que toutes ces attitudes intégristes ne touchent qu'une minorité représentative d'une idéologie extrémiste, voire totalitaire. La plupart des musulmans ne soutiennent pas le terrorisme. Mais bien sûr, mon cher Joseph, il s'agit d'une minorité. Une majorité de musulmans adhèrent à l'idée que la liberté d'expression doit exister. Il est vrai que le crime ou le délit de blasphème, même nous les catholiques, sauf une infime minorité, on n'en parle plus. Mais malheureusement, les protestants, dans certains cas, dans d'autres États, et l'islam parfois, demandent un rétablissement de ce délit de manière implicite ou explicite, à travers le mais, liberté, mais il ne faut pas faire un délit de blasphème. Donc les femmes sont au centre de ce débat, et on peut citer là encore quelqu'un qui est quand même très bien placé. C'est la présidente de l'association Ni Pure Ni Soumise, Silem Habchi, rapport précédent à la loi de 2010, donc un rapport que vous connaissez, qui est énorme, et qui dit, la burqa est bien le symbole le plus violent de l'oppression des femmes. La burqa symbolise l'apogée d'un système de relégation des femmes qui prend sa source dans nos quartiers populaires. Il ne faut pas stigmatiser, nous disait-on,
Parler, dénoncer, lever le voile, c'était discriminer les populations souvent immigrées. J'appelle ça du racisme à l'envers, et c'est une belle entourloupe pour flatter les bonnes consciences de certains responsables politiques. Donc c'est une formule là aussi extrêmement forte, venant de quelqu'un qui a bien connu ces quartiers. On peut ajouter effectivement qu'il y a des demandes pour les entreprises par exemple, où certains disent il faut mettre des salles de prière dans les entreprises ou ailleurs. Alors là, c'est au moins un point positif pour vous, Jules, et pour les catholiques. Vous pouvez demander la mise en place d'une petite chapelle où serait célébrée la messe le matin, comme cela se pratiquait autrefois. Alors là, mon cher Joseph, je suis désarçonné. Personne n'a eu l'idée de faire une telle demande qui paraît, encore même pour moi, bizarre. Moi, je suis surpris. Je ne suis pas le moins du monde croyant, quelle que soit la nature des sornettes invoquées par tel ou tel. Mais il me vient à l'esprit une question, est-ce que dans d'autres États, il peut y avoir la possibilité de pratiquer n'importe quelle religion et de changer de religion? Silence, attendez, heureusement que nous sommes tous les deux parce que cette question ne doit jamais être posée. Pourquoi donc? C'est malvenu de la poser, vous faire traiter de raciste, comme la présidente de l'association disait tout à l'heure. Comment ça raciste? Je suis pour la totale égalité entre tous les hommes de la planète. Seulement, voilà, le problème c'est qu'il y a aujourd'hui des théocraties et dans certains États minoritaires, l'apostasie, c'est-à-dire pour les étudiants, le changement de religion ou le rejet de la religion est interdit. Mais attendez, vous parlez d'État barbare. Pour moi, je vais être franc et égoïste. Il n'importe peu qu'une théocratie existe dans tel ou tel État. C'est la situation en France qui m'intéresse. Alors, en France, foin d'apostasie, ça ne touche pas la France. C'est un petit peu délicat. Il y a dans les années, fin des années 90, un ministre intérieur des cultes qui avait essayé d'établir une charte, ça s'appelait Chevènement, et qui n'était pas arrivé, et qui n'avait pas réussi à introduire la possibilité d'apostasie. Je cite là-dessus un auteur, alors c'est Mathilde Philippe Gay. Ah voilà, c'est Mathilde Philippe Gay. On a le droit de délaisser, de changer de religion. On a le droit de ne pas avoir de conviction de cette nature. Au droit d'avoir une religion, de la délaisser ou de la changer correspond celui de ne pas avoir de confession. Donc c'est particulièrement clair. Je dois vous préciser aussi, Joseph, qu'il y a eu les années 68 où ça a été radical. Là, on était encore de gauche ou de droite. Ça fait que le début des années 90, qu'on est catholique, protestant, juif, musulman. Bon, avant, on était à gauche ou à droite. Et on a inventé des mots, des slogans. Il est interdit, interdire, bon, ça tout le monde connaît. Moins connu, deux slogans. Comment penser librement à l'ombre d'une chapelle? Abat le crapaud de Nazareth. Ah, oui, ça c'est bien. Ça, ce sont les véritables descendants de la commune. Donc, si je vous suis bien, aujourd'hui, on peut dire comment penser librement à l'ombre d'une mosquée? Abat le crapaud de Médine. Attendez, mon cher Joseph, ne prononcez pas des mots de ce type-là, vous risquez d'avoir un certain nombre de réactions. Oui, mais je recopie. Non. Bon. Alors, ces terroristes, en fait, sont restés à une époque équivalente à l'Inquisition. Bon, on peut poser des questions aussi provocantes, il faut les poser peut-être très discrètement. Par exemple, moi, Joseph, je peux vous dire, est-ce que l'Inquisition, la Saint-Barthélemy, a à voir à la religion catholique? Oui, je reconnais, Joseph, que vous visez juste, cela a à voir à la religion. Peut-on dire que les dictatures théocratiques de certains pays d'Afrique et le terrorisme islamiste, notamment en France, n'ont rien à voir avec l'islam? À mon avis, il y a un rapport. Mais il ne faut pas le dire. On parle de politiquement correct, on ne donne pas une affirmation sur ce domaine. Mais mon cher Jules, vous avez raison, je suis là tout étonné que tout le monde ne pense pas comme vous. Non, il ne faut pas faire de la provocation. Aujourd'hui, donc, il y a une question de communautarisme religieux, sexuel, territorial, et cela peut poser problème. Alors, des États nous donnent des leçons, les Anglais, les Américains, notamment, on peut passer 2 heures, le melting pot, ça c'est idiot, absolument idiot. Chez les Américains, vous avez le quartier chinois, le quartier italien, le quartier noir, le quartier chicanos. Pas de melting pot, c'est n'importe quoi le melting pot. Et les Anglais qui mettent les cycles, le chapeau sur la tête quand ils sont policiers. Pour nous, c'est surréaliste. Bon, peu importe. Il y a aussi la nécessité de faire une intégration. L'intégration, c'est Ernest Renan, vous l'avez certainement étudié, sur la nation. Et l'intégration, est-ce que c'est possible? Bon, il faut éviter l'apartheid. Voilà, mon cher Joseph, c'est l'apartheid. L'apartheid, c'est une ségrégation imposée. Oui, c'est contraire à nos approches. Mais il y a aussi une apartheid demandée finalement qui peut être une forme de ségrégation revendiquée. Non, mais c'est pas possible d'avoir de tels propos. Je suis vraiment complètement étonné. Alors face à cela,
Je vais être dans les temps, je pense, il me reste peu de choses à dire. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une atteinte à la liberté d'expression forte? Je vais vous dire, la démonstration, c'est la minute après l'attentat des locaux Charlie, 1 minute de silence. On l'a dit, à l'école primaire, des enfants de 7-8 ans qui ne font pas la minute de silence. Bon, on ne peut pas dire qu'ils ont l'autonomie pour réfléchir suffisamment à ce propos. Mon cher Jules, vous êtes un peu virulent, là, je ne vous reconnais pas, hein, quand même, je suis étonné. Moi, je souhaiterais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé du terrorisme islamiste de manière radicale. Une pièce de théâtre sur le terrorisme islamique, je vous garantis que c'est intéressant. Elle est de Molière. Ah ben oui, c'est le Tartuffe, bien sûr. Tartuffe rentre et il dit « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, la servante. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. » Et Dorine, bon c'est le bon sens, les servantes de Molière, on sait qu'elles ont tout dit de manière intelligente. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais quelle chaleur vous monte, mais à convoiter moi, je ne suis pas si prompte. Et la très belle phrase, et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le péché n'est pas dans la personne regardée, le péché, il est dans l'œil de celui qui regarde. Et ça, c'est essentiel. Là aussi, je suis vraiment en accord avec vous. Et je peux vous défendre absolument sur ce point. Il faut qu'on rétablisse la laïcité combat si on veut faire ressurgir une idée de perfectionnement intellectuel, d'initiation à la réflexion pour les Français tentés par le communautarisme et accepter l'apostasie qui est quand même un élément important. Je vous donne, mon cher Joseph, un proverbe extrêmement intéressant sur l'intégration. Quand on arrive dans un village où tout le monde marche sur une seule jambe, le mieux est de se mettre à marcher sur une seule jambe. Proverbe sénégalais sur l'intégration, c'est extraordinaire. Et un dernier élément, je conclurai là-dessus, et vous serez tout à fait en accord avec moi, mon cher Joseph. Là encore, l'islam intégriste a été touché au XVIIIe siècle. Ils sont persuadés que l'Esprit Saint qui les pénètre est au-dessus des lois, que leur enthousiasme est la seule loi qu'ils doivent entendre, que répondre à un homme qu'il vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, et qui en conséquence est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant. Voltaire, oui, il parle pour aujourd'hui, hein, Voltaire. Ces remarques tellement justes m'anéantissent. Quel monde! Et moi qui pensais trouver du progrès, au contraire on a reculé. Allez mon cher Jules, on s'en va dans notre époque. J'espère que vous n'avez pas été trop long. Hein. Attention. Pardon. Merci beaucoup à vous trois, Jacques, Jules et Joseph. Et donc à plus ou moins 15-20 minutes méditerranéennes, on était dans les temps. Voilà.